Expérientiel. Des récits qui inspirent. Des pionniers qui changent le monde. Expérientiel, le podcast du tourisme positif. Je vous invite à vous installer dans un endroit confortable pour découvrir l'épisode du jour. Bonne écoute. Bonjour Yves, merci d'avoir accepté l'invitation pour le podcast expérientiel. Bonjour François. Nous sommes tous les deux podcasteurs, donc ça va être intéressant de pouvoir échanger sur nos expériences respectives. Mais avant tout, ce que je te propose, parce que podcasteur c'est une chose, mais c'est surtout la thématique que tu traites qui est intéressante, c'est que tu te présentes et tu nous dises qui tu es, d'où tu viens et ce que tu fais aujourd'hui. Très bien. Eh bien, donc, je suis Yves Marty. Je suis originaire du sud de la France, les Pyrénées-Orientales. Je suis né à Perpignan. J'ai 53 ans. Je suis papa de 2 garçons de 14 et 17 ans. Et donc, j'aime bien. Il y a 5 étapes marquantes, je dirais, dans mon expérience professionnelle. Donc, d'abord, j'ai travaillé pendant 10 ans dans les prévisions de vente. J'avais un bagage statistique, un DUT de statistique, donc j'étais prévisionniste. Ensuite, j'ai rejoint le groupe Stanley et j'ai repris mes études une première fois, parce que j'ai repris mes études 3 fois en tout. Donc, dans un premier temps, j'ai repris mes études, j'ai fait l'ESCA, donc une école de commerce, et voilà. Et en fait, ça m'a permis de passer du travail de prévisionniste à un poste de business analyst, donc chargé d'études commerciales un peu. Donc l'idée, c'était d'apporter un support analytique aux équipes marketing et commerciales et aux forces de vente, de travailler dans des logiques budgétaires. Comme j'avais particulièrement apprécié ce qu'on appelait donc le domaine de la business intelligence, donc que j'ai découvert, fournir des études d'aide à la décision aux décideurs, j'ai souhaité creuser ce début d'expertise que j'avais acquise, et donc j'ai repris mes études une deuxième fois. Deuxième fois, j'ai fait une école d'ingénieur à Cergy-Pontoise qui s'appelle SciTech. Et donc, fort de ce master en informatique décisionnelle, j'ai rejoint une ESN, anciennement appelée SS2I, où j'ai développé l'offre formation. Et donc là, j'ai touché un peu à la formation, qui fait partie vraiment de ma deuxième vie. Et donc, j'ai eu une première expérience d'indépendant et de formateur entre 2013 et 2019, où j'avais la double casquette donc de formateur sur des logiques décisionnelles et de consultant. Donc, j'ai travaillé au sein d'un certain nombre d'entreprises. En 2019, j'ai arrêté cette activité. J'ai eu envie de retrouver une forme de stabilité. Et j'étais au sein d'une société d'assurance, un réseau d'assurance avec une double gouvernance. Et en plein confinement, fin de confinement, début 2022, j'ai eu une perte de sens par rapport à toute cette logique analytique qui était un petit peu ma compétence première, mon domaine de compétence, mon domaine d'expertise premier. Et vraiment, je me suis dit que travailler sur des chiffres au quotidien, c'était devenu insupportable. Et donc, j'ai eu envie de faire autre chose. Donc, très rapidement, je me suis dit, j'aimerais bien trouver un métier autour du domaine de l'environnement. Parce que j'ai toujours été sensibilisé sans aller au-delà que trier mes déchets. Et Dieu sait que c'est le minimum qu'on puisse faire. Ça, je l'ai découvert après. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une logique de 3 R ou 5 R, dont on reparlera peut-être. Et donc, il fallait à nouveau reprendre ses études parce que j'avais une expérience, j'avais une seniorité, mais il fallait reprendre ses études pour trouver un job dans le domaine environnemental ou durable. Et donc, j'ai trouvé une école sur Paris spécialisée en management de développement durable qui s'appelle le SI Business School, une jeune école. Et là, moi, j'avais un double objectif, en fait. J'avais l'objectif de trouver le déclic un petit peu sur le métier que je pourrais faire. Et puis de faire des rencontres, de faire des rencontres qui justement seraient initiatrices de ce déclic. Et c'est un peu ce qui s'est passé. C'est-à-dire que durant mes études, j'ai travaillé au sein de 2 ONG. Une première ONG luttant contre la pollution plastique des océans, particulièrement concentrée sur ce qu'on appelle the Great Pacific Garbage Patch. Donc, c'est la plus grande partie du continent plastique qui flotte entre Hawaï et les côtes californiennes, 1,5 million de kilomètres carrés, 3 fois la France.
Donc là, j'ai fait des actions de clean-up, hein, donc de nettoyage. J'ai co-organisé des conférences, une conférence internationale notamment, recherché des partenariats. Et puis après, j'ai rejoint une structure plus confidentielle qui œuvre le long du canal Saint-Martin à Paris pour faire toujours pareil des actions de dépollution et très concentrées sur la pollution générée par les mégots de cigarettes. Voilà. Et fort de ces deux expériences, bah, du coup, j'ai vraiment été très sensibilisé par par les ONG, quoi, parce que ce que pouvaient faire les ONG, plutôt au niveau environnemental. Moi, j'étais plus concerné par l'environnement que par le social, même si les deux sont très proches. Mais moi, vraiment, c'est le domaine environnemental qui m'a intéressé au sein de ces ONG. Et puis après, bah, effectivement, petit à petit, bah, j'ai développé mon réseau LinkedIn, hein, beaucoup. Ça, c'est important, je pense, pour toi, pour notre interview. Vraiment, j'avais un carnet qui était de contacts qui concernait plutôt le domaine IT, et donc je l'ai enrichi sur l'axe environnemental. Et ce qui se passe, c'est que j'ai eu à cœur d'aller à la rencontre des gens qui me passionnaient, qui m'intéressaient, dont je suivais les travaux, dont je suivais les écrits, dont j'avais pu lire les ouvrages. Donc, je suis allé les écouter dans des conférences. Des gens comme Arthur Keller autour de la résilience collective, hein, des gens comme Pierre Gilbert autour du géomimétisme, on en reparlera peut-être. Utiliser la nature pour capter le carbone. Des personnes comme Hélène Grosbois, qui est une activiste du vivant, qui a changé de vie et qui est devenue néo-rurale après avoir eu des responsabilités au niveau européen et dans le domaine financier. Et donc, tous ces gens, petit à petit, j'ai créé un début de lien avec eux. Et reconversion professionnelle, effectivement, l'été 2023, concrètement, juillet 2023, après avoir créé un blog environnemental autour, certes, du climat, mais aussi de la biodiversité et un peu de la pollution des océans, qui était mon domaine de sensibilisation grâce aux travaux au sein des ONG, eh bien, j'ai eu envie d'aller plus loin et après avoir suivi, compris un petit peu ce qu'étaient les limites planétaires, c'est-à-dire comprendre les cycles qui étaient nécessaires à la vie sur Terre, ben, j'ai eu envie de créer de toutes pièces un cours sur les limites planétaires, notamment les limites planétaires dépassées, on va y revenir, j'imagine. Donc, j'ai créé un cours de toutes pièces. Et en même temps que j'ai créé ce cours, j'ai eu envie de l'enrichir avec des témoignages forts de ces experts à la rencontre desquels j'étais allé. Donc, des gens comme Arthur Keller, on vient d'en parler, mais aussi le philosophe et écrivain Dominique Bourg, la glaciologue Heidi Sevestre. Enfin voilà, je suis vraiment allé au contact de gens passionnés du vivant et puis qui avaient des actions de sensibilisation très fortes ou globales ou vraiment dédiées à telle ou telle limite, c'est-à-dire tantôt le climat, tantôt la biodiversité, tantôt la pollution. Quel parcours! T'es comme une balle de tennis, tu rebondis, tu rebondis, tu rebondis. C'est pas faux, j'ai le goût du challenge, oui. Ouais, c'est impressionnant. Bah déjà, félicitations Merci. d'avoir pas eu une reconversion, mais plusieurs, toujours aller plus loin, etc. Aujourd'hui, C'est ça. justement, d'avoir redonné du sens à ta vie, comment tu te sens? Ah, moi, je me sens bien, je me sens heureux. Je suis quelqu'un de passionné et dans la vie et du coup, je suis en train de mettre un travail au service de ma passion. Donc, je suis plutôt un homme heureux, clairement. Et puis, je m'enrichis à travers toutes ces rencontres. Déjà, les étudiants que je forme, et puis ces personnes que j'interviewe avec lesquelles j'avais tissé un début de lien, avec lesquelles j'essaie d'entretenir un lien après. Tu nous as dit que tu avais lancé un blog sur les questions Oui, environnementales. oui, Ta spécialité, c'est les limites planétaires. Euh, oui. on en entend parler, ok? Hum, hum, Mais j'imagine que pour le citoyen lambda, ça ne veut pas dire grand-chose. Il y a 9 limites planétaires, ok? c'est ça. Oui, Afin que la vie sur Terre puisse être soutenable. Et oui, donc, il semblerait que nous en ayons atteint 6, qui sont donc 6 limites avec lesquelles on serait en rupture aujourd'hui, et donc qui oui, remet en question la soutenabilité et l'habitabilité de la planète. Ok. tout à Est-ce que fait. tu pourrais nous en dire un peu plus afin qu'on puisse tous comprendre exactement c'est quoi ces limites, comment elles sont évaluées et qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, tu as déjà fait une très bonne première ébauche.
qui donnent une idée de ce qu'elles sont. Ce qu'on peut dire, peut-être, c'est historiquement, les prémices des limites planétaires, elles ont été un petit peu les premières bases. C'est le rapport Meadows. C'était dans les années 70. Donc, Dennis Meadows, on parle d'une équipe du MIT, donc aux États-Unis. À l'époque, il prévoyait, c'était vraiment un travail de prospectivisme, il prédisait que si on gardait le même rythme, si la planète, si l'humain gardait le même rythme sur les années, les décennies à venir, eh bien, au cours du 21e siècle, on irait vers une forme de crash, d'accord ? Et donc, moi, quand je parle des limites planétaires, je dis, aujourd'hui, je laisse les étudiants, étudiantes ou les contacts que j'ai mettre de leurs sentiments. Si on n'est pas dans le crash, il y a quand même beaucoup de choses problématiques en termes environnementaux. Et donc, ces premières bases qui avaient été posées par l'équipe de Dennis Meadows, elles ont été reprises il y a une quinzaine d'années par un institut qui s'appelle le Stockholm Resilience Center. Et là, on a un groupe de chercheurs qui ont effectivement, sur la base un peu de ce qui est nécessaire, important à la vie sur Terre, fixé 9 limites qu'il ne faudrait pas dépasser. Et aujourd'hui, tu viens de le dire, il y a 6 limites qui ont été dépassées peu à peu. Alors rapidement, il y a le climat dont on parle beaucoup, le réchauffement climatique plus précisément. Et si on est extrêmement précis, c'est toujours mieux de parler de changement climatique. Parce que certes, il y a un réchauffement, mais il y a surtout de fortes variations des températures qui font que voilà, on peut passer d'un extrême à l'autre. Donc il y a le climat, il y a l'érosion de la biodiversité, et que aujourd'hui les spécialistes reconnus trouvent que le terme d'érosion il est un peu trop gentil. On parle aujourd'hui, le mot va être fort, hein, on parle d'extinction de la biodiversité. Pourquoi ? Parce que tiens-toi bien ou tenez-vous bien pour les futures personnes qui écouteront. Aujourd'hui, en 50 ans, on a perdu 70% du vivant. D'accord ? 70% des espèces se sont éteintes. Alors, c'est surtout en quantité. Hein, voilà, c'est important. C'est du quantitatif. Mais c'est extrêmement fort. C'est une étude très sérieuse qui a été menée en 2022 sur 14 000 espèces vivantes. Sachant que derrière, il y a la biodiversité, il y a nous, ok, il y a les animaux en général, il y a les végétaux et il y a le règne microscopique. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième limite. La troisième limite, c'est ce qu'on appelle les nouvelles pollutions chimiques. Voilà, la pollution, je fais pas un dessin. Là, on parle, moi, quand je mène mon cours, j'aime bien parler du minier parce que c'est l'industrie la plus polluante. Et puis, je parle aussi beaucoup de pollution plastique. On en parle de plus en plus parce que malheureusement, ce qu'on consomme, c'est en partie recyclé, mais grand maximum à hauteur de 50%. Le reste est soit incinéré, soit enterré, soit via les rivières, les cours d'eau, fini dans les océans. D'où ce 7e continent plastique. Et là, je fais une petite aparté que j'ai découverte il n'y a pas longtemps avec une de mes interviewées de la fondation Tara Océan, qui envoie une petite goélette sur les océans régulièrement, mener des expériences scientifiques. Et eux, ils ont découvert que le 7e continent plastique, c'était 1% de la pollution plastique globale. C'est-à-dire que tout le reste, c'est soit ça nappe les océans, d'accord, telle une nappe sédimentaire, soit ça se transforme en microplastique et en nanoplastique, d'accord ? Et ça, c'est très important parce que ça a une influence sur les phytoplanctons. Et donc, ça pourrait avoir, je parle bien au conditionnel, pourrait avoir une influence sur la photosynthèse. J'ai emmené des étudiants voir une exposition sur la pollution plastique justement par la fondation Tara Océan. Excellent. Et c'était très intéressant. Et en effet, on a retrouvé du plastique dans les phytoplanctons. Et donc, on part du principe que si des phytoplanctons ont du plastique, l'être humain a du plastique. On Oui. parle de l'équivalent d'une carte de crédit ingérée, etc. Donc, il semblerait qu'aujourd'hui, ce qui est clair, c'est que le plastique, le nanoplastique, comme tu l'appelles, des particules microscopiques de plastique sont dans notre corps, mais on ne sait pas encore évaluer quel est l'impact sur notre santé, etc. Et par contre, j'avais même lu un article qui parlait que
ça pourrait même avoir un impact sur l'ADN des espèces. Ça voudrait dire que ça provoquerait des transformations génétiques des espèces, ce qui était absolument incroyable, quoi. Je veux dire, moi, quand j'ai lu ça, j'étais effaré, surpris. Et c'est vrai que quand on parle, je suis d'accord avec toi, quand on parle du. D'ailleurs, les étudiants, ils étaient bluffés par ça. Ils sont dit, mais c'est pas possible, on ne se rend pas compte, quoi. On n'a pas conscience. Et c'est difficile, c'est compréhensible. C'est-à-dire que, bah, je veux dire, on prend notre bouteille en plastique parce qu'on est habitué, etc. On boit notre eau, ensuite on le met à la poubelle, on ne se rend pas compte. Quand on parle d'un sixième continent qui flotte de plastique, c'est juste le haut du iceberg. Je veux dire, tout ce plastique est ingéré par l'ensemble de la faune et de la flore sous-marine, qui ensuite est ingéré par nous ou d'autres animaux, etc., et qui cause de nombreuses morts, parce qu'on voit souvent des photos de comment dire, d'animaux, de baleines, parce que vu que tu parles des phytoplanctons, on va parler des baleines, vu que les baleines se nourrissent des phytoplanctons, euh, eh bien, on voit souvent des baleines qui sont échouées et quand on fait une autopsie, eh bien, on retrouve énormément de déchets à l'intérieur de leur estomac qui font le cœur. Moi, je l'avais vécu aux Maldives avec une tortue qu'on avait récupérée et qui est morte à cause d'un sac en plastique qu'elle avait ingéré. Et donc, ça avait été horrible, quoi. Vraiment horrible. Donc, ouais, non, c'est fou tout ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme limite? C'est fou tout ça et on a parlé que de trois, t'imagines? Euh, la quatrième limite dépassée, c'est le changement d'usage des sols. On parle souvent d'artificialisation des sols. Et là, le paramètre qui est pris en compte par le Stockholm Resilience Center, c'est la disparition des forêts. Hein, donc, c'est la déforestation massive. Donc, on a un exemple, il y en a des multitudes, mais on a l'exemple de la forêt amazonienne. Hein, la forêt amazonienne qui n'est pas tout à fait le poumon du monde malgré son importance, mais qui est au minimum le poumon de l'Amérique du Sud, d'accord? On parle de 6 millions de kilomètres carrés et on a plus d'1 million de kilomètres carrés qui ont déjà été déforestés, d'accord? euh, bon, là, il y a des signaux un petit peu positifs parce que le gouvernement Lula met un petit peu des actes derrière des paroles lors de la campagne brésilienne face à Bolsonaro. Et effectivement, elle baisse cette déforestation, mais elle est quand même bien présente et les dégâts sont faits. Et c'est typiquement, voilà, on déboise pour des cultures, hein, pour mettre en place des cultures, pour nourrir pour faire pour derrière nourrir les bêtes d'élevage. Hein. Voilà. Donc il y a le changement d'usage des sols. Cinquième limite dépassée, et ça c'est un sujet qui devient de plus en plus d'actualité, c'est les perturbations du cycle de l'eau douce. Alors évidemment, euh, c'est un sujet récemment. Bon voilà, j'ai dit que j'étais originaire du sud de la France. Ben, les Pyrénées-Orientales, c'est le département qui souffre le plus en France aujourd'hui d'une sécheresse énorme depuis 2 ans. Euh, Tout à côté, Barcelone est en état d'urgence. Hein, ça a été annoncé il y a quelques jours. Donc il y a un souci avec l'eau qui nous manquera, et puis qui manque évidemment donc au sein des nappes phréatiques, hein, l'eau qui coule, qui manque forcément aux arbres, etc. Donc là, on a un sujet. Oui. Moi, dans le Var, bah, où j'habite, donc on est obligé de faire un forage. Et donc l'année dernière, on a eu quand même 15 jours sans eau, hein. Donc ça remet en question le quotidien et le futur. Et on a fait venir un sourcier, un monsieur qui a à peu près 80 ans, et qui m'expliquait que lui, quand il a commencé comme sourcier, il pouvait trouver de l'eau entre 7 et 10 mètres. C'était très facile, etc. Aujourd'hui, on est obligé de descendre à plus de 100 mètres. OK. Et il me dit aussi que, alors il y a des gens qui vont rigoler là-dessus, mais moi je trouve que j'y crois en tout cas. Et il me dit que lui, il a une relation avec la forêt et les arbres, et que les arbres lui parlent, etc. Et il me dit justement par rapport à la situation d'eau, de sécheresse, parce qu'aujourd'hui on ne parle plus que de sécheresse estivale, mais on parle aussi de sécheresse hivernale. Et ce qui est marrant, c'est qu'il me disait, il me dit, les arbres souffrent, ils pleurent.
ils sont vraiment proches de l'épuisement, etc. Et mon père, qui est passionné par tout ce qui est le végétal, il me dit, François, un arbre peut subir 1 an, 2 ans du stress, mais il arrivera un moment, comme nous, êtres humains, eh bien, à un moment, il n'aura plus les capacités de pouvoir, comment dire, rebondir après plusieurs années de stress successifs. Et donc, quel impact si, parce que tu as parlé de poumons tout à l'heure, je veux dire, l'océan est un poumon, la forêt en est un deuxième. Donc, si nos deux poumons, un qui absorbe du CO2 et l'autre qui génère de l'oxygène, je veux dire, si les deux poumons, comment dire, sont en mauvaise santé, on va être en mauvaise santé, nous. On n'en parle jamais, mais moi, depuis que je suis tout petit, je me posais des questions sur est-ce qu'on aura toujours de l'eau? Et puis je me posais la question, est-ce qu'on aura toujours de l'oxygène? Alors, tant que les cycles n'étaient pas perturbés, finalement, bah, l'eau peut considérer à foison, il n'y a pas de souci. Il y a les océans qui recouvrent plus de 70% de la surface du globe. Il pleut, etc. Voilà, il y a un renouvellement naturel, très bien. Sauf que, en fait, si tu discutais avec une personne spécialisée en hydrologie, te dirait que la quantité d'eau douce disponible sur Terre, alors j'ai pas le chiffre précis, mais on est très en dessous de 1%. On parle de Ouais, ouais. 0,001%, quelque chose comme ça. Alors, ce qui fait une masse énorme, mais c'est rien du tout par rapport aux ressources d'eau sur Terre. D'accord? Et Mm. pour reprendre ce dont tu étais en train de parler, quand tu parles des arbres, très justement des arbres qui transpirent, ça s'appelle l'évapotranspiration. Et le phénomène dont tu parles, effectivement, il est tel que les arbres, ils sont déboussolés, c'est-à-dire qu'ils peuvent, normalement, perdre leur feuillage en automne et ils le regagnent au printemps. Eh ben, les choses étaient inversées ces derniers temps, d'accord? Mm. Ils reprenaient du feuillage au lieu de le perdre à la fin de l'été. Donc, ils étaient totalement déboussolés. Ça, c'est une personne que je suis qui s'appelle Valérie Pommier, qui avait fait un post là-dessus sur LinkedIn. Donc voilà, donc c'est un vrai souci. Voilà, ça fait partie des équilibres de la nature qui sont remis en question. Il y a un point très important dont je t'ai pas parlé, c'est que derrière les limites planétaires dépassées, il y a la notion d'anthropocène dont il faut parler. L'anthropocène, alors on en parle beaucoup pour le climat, mais pas que. Ben, anthropo, c'est l'action que l'homme peut avoir sur les dégradations de la Terre. D'accord? C'est-à-dire, nous étions dans un cycle de stabilité depuis 11 000, 12 000 ans qui s'appelait l'Holocène. Et du fait de l'homme, nous sommes rentrés dans un cycle qui s'appelle l'Anthropocène, où nous mettons l'homme, avec un grand H, en danger l'équilibre de la Terre. D'accord? Par notre seule action, c'est très important par rapport aux climato-sceptiques et points de suspension sceptiques. Tout ce qu'on connaît, ou très très grande partie, si je ne suis pas trop voilà, si on considère que ce serait des propos exagérés, c'est dû à l'homme. Et ça, c'est très important. On est obligé d'associer la problématique dont on parle à l'anthropocène. Voilà, ce Alors, serait. juste pour donner une perspective, est-ce que tu peux nous dire ce que l'humain, l'être humain, représente en pourcentage dans le vivant? C'est-à-dire que moi, ce que j'avais entendu dire, c'est que entre le monde végétal, le monde animal, les insectes, etc., que l'être humain, l'espèce humaine, représentait 0,00, je ne sais plus quoi, pour cent. Et Oui. donc, on était vraiment un tout petit maillon, et que ce Hum, petit maillon hum. était plus ou moins à l'initiative de la destruction de tout le reste. Est-ce que Ouais, c'est ouais. correct? Ouais, c'est correct. Après, j'ai pas, je suis comme toi, j'ai pas le chiffre précis. Par contre, ce que je peux te dire, c'est que par rapport au règne animal, sur Terre, aujourd'hui, il y a plus que 4% d'espèces sauvages. D'accord? On a 96% d'animaux domestiqués pour notre consommation, d'accord? Que sont les bœufs, les porcs, les poulets, etc. Voilà. Et ça, c'est un chiffre qui est très marquant aussi, parce qu'il faut du sauvage. Il faut un ensauvagement
du règne animal, on peut pas avoir que des êtres, que des animaux domestiqués. Hein, voilà. Donc, Mm. je te réponds surtout par le règne du sauvage, qui est également mis en péril et qu'on peut mettre en parallèle avec la sixième extinction de masse en cours. Hein. Voilà. D'accord. Donc, on a parlé de 6 limites. Quelles sont les autres? Là, on a parlé même, pour être très précis, on a parlé de 5 limites. Mm. Alors, celle qui est un petit peu peut-être la plus méconnue, mais loin d'être la moins intéressante, c'est la perturbation du cycle de l'azote et du phosphore. Donc là, c'est directement lié à l'agriculture, notamment l'agriculture intensive, éventuellement aussi le mauvais usage des eaux usées, hein, mauvaise utilisation des eaux usées. Et donc, notamment, derrière l'agriculture intensive, eh bien, on associe cette perturbation du cycle de l'azote et du phosphore au phénomène d'eutrophisation. Hein. Donc, l'eutrophisation, c'est quand les eaux, quelles qu'elles soient, ça peut aller de la simple petite mare au cours d'eau, voire des deltas, des golfs, voire des bords d'océan, quand ils se teintent de vert et que finalement, toujours pareil, le fait que les cycles naturels soient perturbés, parce que depuis le début, on parle de choses finalement qui nous perturbent, un excès de carbone, maintenant un excès d'azote, un manque d'H2O, voilà, tout ça, ça existe dans la nature. Il n'y a pas de problème, c'est nécessaire aux vivants. Le problème, c'est les excès au mauvais endroit, au bon moment, dans de trop grandes quantités. Et donc l'eutrophisation, c'est quand les bactéries vont la lutte pour l'oxygène. Hein, les bactéries, elles vont prendre le dessus sur les espèces qui vivent donc dans ces milieux aquatiques. Elles vont prendre le dessus et petit à petit, la vie va s'éteindre. Et donc, ce sont des algues bien particulières qui vont prendre le dessus sur le reste du règne animal. Et en plus, en recouvrant les eaux, forcément, la lumière, elle ne passe plus. Donc, les espèces meurent encore plus. Et en mourant, elles vont empirer ce phénomène d'eutrophisation. Donc ça, de notre côté en France, on parle souvent d'eutrophisation le long de certaines côtes, de certaines plages en Bretagne, hein, notamment dans le Finistère. Donc forcément, ça a des impacts en plus sur les activités humaines que sont la pêche et le tourisme, parce que forcément, on peut pas imaginer pêcher, on peut pas imaginer faire du tourisme, se bronzer et se baigner dans une plage eutrophiée. Et je vous passe les senteurs nauséabondes causées par cette eutrophisation. Donc ça, c'est la sixième. Et il y en a une qui est importante aussi, qui n'est pas encore atteinte, mais qui en passe de l'être malheureusement. C'est l'acidification des océans. D'accord ? L'acidification des océans, ça c'est encore dû à l'excès de CO2, parce que tout à l'heure tu as parlé très justement de photosynthèse, hein, les arbres et l'océan. L'océan absorbe du carbone, d'accord ? A un rôle très important dans l'absorption du carbone. Le problème, un peu comme le phénomène d'eutrophisation dont on vient de parler, c'est quand on est en excès, et c'est ce qui se passe aujourd'hui, le pH des océans a baissé. Alors, en quantité, ça peut paraître énorme. Il a perdu 0,04 de pH, si je dis pas de bêtises. Eh bien, les océans, ils se sont acidifiés de 18% en 40 ans. Et ça a pour conséquence d'altérer notamment les coquillages, les coraux, qui sont nécessaires à la vie, qui sont des espaces d'habitat pour les poissons, pour nombre d'espèces. Et donc, ces océans, ils sont en train de très fortement s'acidifier. Et voilà, on est encore dans le vert, mais on est très très proche d'arriver dans la première zone sensible des limites planétaires, qui est le orange. On l'a pas dit tout à l'heure, mais voilà, on peut aller jusque dans le rouge. Donc, elle, c'est la septième. Et puis après, généralement, voilà, je creuse moins celles qui ne sont pas dépassées, les deux dernières. Mais voilà, il y a l'ozone. Hein, voilà, on a vécu le trou dans la couche d'ozone pendant des années. Mais souvent, j'aime bien quand même en parler parce que il est très important aussi d'associer les limites planétaires à la notion de point de rupture. Quand on vit, quand une limite, donc un cycle nécessaire à la vie, est perturbé et dépassé, on ne parle pas encore de point de bascule. C'est-à-dire que si l'homme
par de mauvaises actions, un mal agi nous a fait rentrer nous a fait dépasser ses limites. Avec l'exemple, l'air de rien, du trou dans la couche d'ozone, on a un exemple très, très concret de l'homme, quand il met en place des actions correctrices, qui peut faire en sorte que cette limite ne soit plus dépassée et que finalement un cycle normal se retrouve plus perturbé. Donc il est important de pas confondre limite planétaire et point de bascule. Toutes ces limites dont on parle, elles sont graves, elles sont importantes, elles ont déjà un impact sur la vie, mais on n'est pas encore sur des points de bascule. Et l'exemple de l'ozone, il est intéressant parce qu'on a arrêté certains gaz, notamment au niveau des réfrigérateurs, etc. Et c'est un certain nombre d'actions cumulées qui ont fait que petit à petit, le trou, il a été jugulé. Et celui-là, j'aime bien en parler, même si je le détaille pas parce que c'est pas une limite dépassée. J'aime bien en parler parce que c'est une forme de cas d'école. Voilà, si on pouvait agir sur le CO2, eh bien, on agirait sur le réchauffement climatique, on le sait. On pourrait agir aussi sur la acidification des océans. Évidemment, si on préservait le vivant, eh bien, on ne parlerait plus d'érosion, voire d'extinction de la biodiversité, etc., etc. Il y a à peu près, ça va bientôt faire 6 mois, hein, que tu as Oui, lancé un podcast. oui. Pourquoi as-tu voulu lancer un podcast qui s'appelle Limite planétaire? Ouais, c'est une bonne question. En fait, quand j'ai bâti ce cours autour des limites planétaires, pour l'agrémenter, pour lui donner du contenu, de la substance, j'ai eu envie d'aller donc à la rencontre d'experts. Moi, je suis pas un expert, je suis un vulgarisateur. Je me suis intéressé à ces sujets, j'ai une vision globale dessus. Mais donc, j'ai eu envie d'aller à la rencontre de personnes qui avaient soit une vision globale, systémique du problème. Donc des gens comme Arthur Keller, j'en ai parlé tout à l'heure, autour de la résilience collective, des philosophes assez connus, auteurs Dominique Bourg, qu'on voit sur les plateaux télé, qui a écrit 45 ouvrages et qui est très concerné par le vivant et qui est capable de parler dans le détail de toutes les limites planétaires, ou des gens effectivement qui vont intervenir, qui vont avoir une forme pignon sur rue un petit peu sur le domaine du climat. Donc quelqu'un comme Pierre Gilbert qui a écrit un ouvrage qui s'appelle Géomimétisme, qui parle justement de la captation du carbone par la nature, qu'il met en avant par rapport à la géo-ingénierie quand on essaye de jouer les apprentis sorciers et de capter le carbone avec des gros aspirateurs, etc., etc. Sur la biodiversité, Hélène Grosbois dont j'ai parlé tout à l'heure. Enfin bref, j'ai eu envie d'aller au contact de ces experts. Donc, les interviews étaient menées pour enrichir mon cours et par des petits extraits, pouvoir, apporter un complément à mes présentations aux étudiants. Et à force de faire ces interviews, ça m'a donné envie de les rendre un peu publiques et de créer une chaîne de podcast. Et c'est ce que j'ai fait avec l'outil que j'utilise en lien direct sur Spotify. Petit à petit, j'ai eu envie, après le montage de ces interviews par épisode, j'ai eu envie de les mettre en ligne. Et aujourd'hui, effectivement, on en est à une dizaine d'interviews. Et j'ai fait la dernière ce matin, enfin ma dernière du moment, la dernière ce matin autour d'Hello-Tech avec un auteur qui s'appelle Jacques Tibéry. Donc voilà, l'idée, c'est quelque chose qui me plaît, qui m'intéresse. La transmission, ça me plaît. La communication, ça me plaît. Aller à la rencontre de gens qui dévouent un peu leur vie au vivant, un petit peu comme moi, plus modestement. Je trouvais que c'était intéressant de partager ces discussions très riches que j'avais eues avec ces experts. Quel est l'impact de ce podcast sur toi, sur tes connaissances, d'un aspect sur toi humainement, intellectuellement? C'est une bonne question. C'est un peu comme je viens de dire, c'est extrêmement riche. Tout est intéressant en fait, je trouve, quand on monte un podcast. Le sujet, bon, on l'a compris, hein, les limites planétaires. Et puis derrière, effectivement, se dire pour étoffer tel ou tel sujet ou une rubrique particulière que j'aborde, comme je suis énormément de gens depuis 2-3 ans sur LinkedIn, petit à petit, je commence et que c'est un cercle. Alors, on n'est pas 12, mais on n'est pas non plus des millions. Donc, c'est quelques milliers de personnes, quelques dizaines de milliers de personnes qui transitent autour de ces problématiques. Et petit à petit, je me suis rendu compte que ça devenait un cercle un petit peu étroit, une niche environnementale. Et donc, moi, forcément,
c'est en droite ligne avec ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que j'ai repris mes études pour évoluer dans le domaine environnemental et ou durable. J'ai lu des ouvrages, je suis allé à la rencontre de ces gens, je suis allé les écouter dans des conférences ou dans des festivals, puis j'ai pris contact avec eux, puis je leur ai demandé s'ils étaient OK pour des interviews. J'aime bien citer une anecdote, si j'en ai le temps. Une des personnes que j'avais à cœur d'interviewer, c'est donc Heidi Sevestre, qui est une célèbre glaciologue qui intervient dans le Svalbard. Le Svalbard, c'est en Norvège, c'est près du pôle Nord. Et pourquoi elle intervient là-bas? Parce que c'est la zone qui se réchauffe le plus sur Terre. C'est-à-dire 6 à 7 fois plus que le reste de la planète. Et j'essayais d'avoir une interview. Et un jour, aux aurores, je prenais le train pour aller à Lyon pour faire un cours. Et moi, je suis quelqu'un qui retient pas les noms, mais qui retient les visages. Et je la reconnais sur le quai. Elle était aux côtés de Camille Etienne, hein, que tu connais peut-être d'ailleurs, mais elle, je l'ai pas reconnue. Et donc, je suis allé vers elle. Voilà, j'ai pas hésité. Moi, je suis quelqu'un qui ose. Voilà. Je suis allé vers elle en lui disant, je vous suis sur LinkedIn. J'aimerais vous interviewer. Je pars donner un cours sur les limites planétaires. Vous accepteriez de me faire une interview? Et elle me dit oui, bien sûr, pas de problème. Ces gens, ils sont très sollicités. Ils ont des dizaines de milliers de followers. Voilà, ils ont pas toujours le temps de répondre. Et dans le train, j'étais tout content. Je fais un post. Elle me répond. Elle me donne son adresse. C'était au courant décembre. Et on a mené l'interview avec Heidi Sevestre en janvier parce que le hasard fait bien les choses. Mais était-ce vraiment un hasard? C'était sûrement une rencontre plus qu'un hasard. J'ai écouté Heidi Sevestre à l'occasion des universités du tourisme durable l'année dernière et elle est absolument fascinante et j'ai l'intention on a parlé et j'aimerais bien l'interviewer aussi. Elle a un calendrier quand même assez rempli, etc. Mais ce qui me plaît beaucoup chez elle aussi, c'est que autant c'est une scientifique, une femme extrêmement intelligente, etc. La façon dont elle exprime les choses est accessible et compréhensible par le plus grand nombre. Et c'est ça sa grande force, vraiment. C'est parce que des fois, et je sais pas si toi tu trouves ce genre de problème, c'est que des fois on va voir des experts comme ça, et puis nous on est fascinés donc ça va, mais si on s'adresse à un citoyen lambda, eh bien leur discours n'est pas forcément compréhensible. Et là on perd les gens et c'est dommage parce que vraiment l'objectif, je crois, pour moi en tout cas du podcast, c'est justement de pouvoir vulgariser et rendre comment dire la connaissance accessible au plus grand nombre, quoi. C'est très juste, hein, et je peux doublement témoigner parce qu'il se trouve que suite à cette rencontre fortuite, il se trouve que le lendemain, elle donnait une conférence à Créteil dans une médiathèque, et je suis allé l'écouter le lendemain donner une conférence avant de l'interviewer quelques semaines plus tard. Et donc, je peux confirmer que voilà, elle a une approche, elle part de son enfance. Pourquoi les glaciers? Voilà, elle parle d'un guide de montagne qu'elle a rencontré et qui a généré le déclic en elle, de ses études, etc. Et puis bien sûr de sa passion pour ce territoire magnifique et en danger qu'est le Svalbard. Voilà. Donc Ouais. ouais, voilà, elle fait partie de ces belles personnes au sens propre, au sens figuré, à la rencontre desquelles j'ai pu aller. En échangeant avec toutes ces personnalités sur la thématique justement des limites planétaires, est-ce qu'il y a, comment dire, un message, quelque chose qui t'a interpellé, marqué et que tu gardes dans le coin de l'esprit pour justement garder le sens que tu souhaites donner à ton engagement? C'est difficile de faire ressortir quelqu'un parce que chaque témoignage a compté pour moi. On a tendance un petit peu là à parler de personnes un petit peu connues, c'est aussi un peu pour sensibiliser, mais les personnes qui ont une action locale, territoriale, la deuxième association pour laquelle j'ai travaillé, voilà, qui s'appelle Canalia avec un K, je suis allé aussi au contact du responsable communication, contenu, action terrain, que je connais un petit peu. Et je suis allé aussi à sa rencontre. Il n'est pas connu, Canalien, c'est pas connu, mais c'est pas grave. C'est bien aussi d'aller au contact de gens qui sont
sur le terrain. Ça veut pas dire que les autres ne le sont pas. Dieu sait que Heidi Sevestre, elle est sur le terrain. Mais dans les gens à la rencontre desquels je vais, il y a des penseurs, il y a des auteurs, il y a des philosophes, voilà, qui vont avoir un énorme recul. Mais j'aime bien aussi aller au contact des gens du terrain. Il y a pas longtemps, je suis allé au contact de 2 jeunes maraîchers qui mettent en place une ferme bio dans ma commune, et eux aussi, je trouvais que c'était intéressant d'aller à leur rencontre. Donc, c'est difficile de mettre. Alors, Heidi Sevestre, on en a parlé, il y a ce côté anecdotique, forcément. Et après, moi, ce que j'apprécie, tu as insisté sur Heidi Sevestre, qui avait ce travail de vulgarisation et qui est extrêmement. Elle parle de sujets graves, et en même temps, elle dégage un optimisme, un positivisme assez incroyable. Et c'est ça aussi, c'est ça que je retiens, c'est que ces gens, ils sont depuis des années à l'écoute, les observateurs de ces problèmes, de ces ou de certaines de ces limites, mais voilà, il ne démorde pas. Elle était à la COP 28. Voilà, elle a pas forcément adhéré au côté historique extraordinaire que les médias ont essayé de nous véhiculer. Il y a eu des choses novatrices, mais c'est toujours aussi problématique. On a toujours autant de mal à parler de sortie de fossiles. On en parle, mais on parle pas de sortie officielle. Donc voilà, c'est difficile. Moi, je voudrais surtout insister sur le caractère très humaniste de la plupart de et abordable de la plupart de ces personnes, qu'elles soient connues ou pas connues, acteurs du terrain ou penseurs. La plupart des personnes que j'ai eu envie d'interviewer ont répondu positivement. Après, il y a la relance qui fonctionne avec certains, sinon ça aurait été compliqué. Après, je nourris encore l'espoir d'avoir des personnes, voilà, qui sont très occupées. Mais non, franchement, c'est difficile de faire ressortir. En plus, toutes les interviews sont complémentaires. C'est un travail d'ensemble, voilà. Et aujourd'hui, effectivement, j'ai mon vivier de témoignages et j'ai l'embarras du choix quand j'enseigne de montrer tel ou tel témoignage. Et du coup, voilà, le mot c'est richesse, et oser quoi, entreprendre. Alors, j'ai une question, et la dernière question de cette interview. Quel est l'invité que tu aimerais avoir? Celui que tu te dirais, je serais vraiment ravi qu'il me fasse l'honneur de répondre à mes questions. Bonne question. Bah, j'ai déjà atteint des formes de Graal, vraiment avec Arthur Keller, autour de la résilience collective face au risque systémique. Pour moi, c'était mon Graal parce qu'il faisait partie des personnes que j'admirais depuis le début, que je suivais, connues ou pas connues. Heidi Sevestre, franchement, j'ai été tellement fier de pouvoir l'interviewer. Dominique Bourg, ce philosophe aussi, mais alors lui sans relance, ça s'est fait de manière très fluide, c'était vraiment un plaisir. Aujourd'hui, celui que j'ai contacté 2 fois et que j'aimerais sûrement pouvoir interviewer, c'est Aurélien Barraud. Voilà, Aurélien Barraud, je sais pas si tu le connais, mais voilà, il a un travail d'astrophysicien et voilà, il a cette vision d'ensemble assez lucide, extrêmement pessimiste dans l'ensemble. Il a écrit des ouvrages. Il est à la fois connu, voilà, de ce microcosme qui est concerné par les problématiques durables, environnementales, les limites planétaires, etc., etc. Mais en même temps, il a à cœur d'intervenir au minimum. Je crois qu'on le voit quasi jamais à la télé et on le voit quasi pas à la radio. Voilà, sur les radios très connues. Mais voilà, il fait partie des personnes. Et puis, il a ce côté philosophe aussi que j'aime bien, un peu comme Dominique Bourg. Philosophe, poète, scientifique, vulgarisateur. Voilà, il aime bien remuer, bouger les gens. À l'université du MEDEF de 2022, il avait vraiment eu un discours. Il avait bousculé les entrepreneurs sur place. Et c'est bien parce qu'il faut des gens comme ça pour faire bouger les lignes. Donc voilà, si je devais en citer un, ce serait lui. Mais vraiment, j'ai eu un grand plaisir à interviewer la douzaine d'experts et d'acteurs du terrain ces dernières semaines, vraiment. Super. Ben, écoute, Yves, merci beaucoup pour cet échange. Très intéressant. On ressent vraiment ta passion
pour le sujet, mais aussi ta passion pour aller à la rencontre de l'autre et s'enrichir humainement. Je trouve que c'est ça qui est génial. Et je pense que c'est ça aussi quand on produit ou on est l'auteur d'un podcast. Je pense que c'est cette rencontre à l'autre qui est importante. Et ça fait du bien et c'est bon pour le moral et pour la santé. Écoute, je te remercie. Merci François. Nous espérons que cet épisode vous a été enrichissant et que nous avons pu semer des graines d'inspiration et d'action pour vous accompagner dans votre démarche vers un tourisme à impact positif. Pour continuer l'aventure expérientielle, nous avons besoin de votre soutien. C'est très facile. En laissant une note positive sur notre podcast, en partageant sur votre réseau ou en faisant un don sur notre page Tipeee. Pour rester au courant de toutes nos dernières actualités, suivez-nous sur notre page expérientielle sur LinkedIn, Instagram ou Facebook. À bientôt sur Expérientiel, le podcast du tourisme positif.